Bonjour et bienvenue sur le podcast Contraste. Ici, on parle de spiritualité et de conscience, entre visible et invisible. Tout ce qui sera partagé ici est le fruit d'un regard subjectif, de l'expérience et du questionnement ouvert. Il y aura parfois des sujets nuancés et parfois moins. Je vous laisse libre de cette écoute et de vos propres questionnements. Le sujet du jour, j'ai décidé de l'appeler l'émotion, messagère ou mémoire. Et même si évidemment énormément de contenu est déjà disponible sur le sujet, que ce soit par le biais de livres ou par le biais d'interviews, j'ai décidé de les aborder en fonction de qui je suis, de mes pratiques et de ce qu'elles peuvent venir dire de la personne qui les vit au quotidien ainsi que dans l'intimité. Le constat que j'ai fait depuis ces dernières années, où l'on parle énormément de régulation des émotions dans tous les sens, c'est qu'on nous apprend souvent à les gérer, à les calmer, à les contrôler, voire même à les dépasser. Mais si certaines émotions n'étaient pas des problèmes, et si au contraire, elles étaient des portes? Deux personnes qui vivent exactement la même situation, l'une ressent une gêne passagère et l'autre s'effondre intérieurement. Pourquoi ? Alors pour cet épisode, j'ai décidé de parler de la différence entre une émotion dite normale, humaine, et une émotion plutôt déclenchante, ou qu'on pourra appeler aussi une émotion trigger. J'ai décidé aussi de parler de la mémoire du corps, et donc en lien aussi avec les traumatismes, les émotions comme langage du vivant, et pourquoi pas comment les transformer en alliés du quotidien, et peut-être, au travers de tout ça, ne plus en avoir peur. En préambule, ce que je souhaite vous partager, et ce dont je suis convaincue par l'expérience, c'est que l'émotion n'est pas une ennemie, loin de là. On vit dans une société qui veut rapidement positiver, rationaliser, anesthésier même, et optimiser, pourquoi pas nos émotions. Alors, une émotion, c'est d'abord une information, une réponse du système nerveux et une réaction du corps avant même d'être une pensée. L'émotion, elle est saine, elle est mouvante, elle traverse, elle informe surtout ce qu'il est en train de se vivre, mais elle ne reste pas figée. En tout cas, en général, elle n'est pas figée. Elle bouge à l'intérieur du corps et selon certaines échelles, elles peuvent aller pour la colère par exemple, du simple agacement, l'irritation, à la rage. Donc elles sont plurielles à l'intérieur même de leur propre fondement. Comme vous le savez pour certains et certaines désormais, avant même d'exercer la fonction de médium professionnel, eh bien, je suis une passionnée des comportements humains, des sciences sociales, de la psychologie. Et quand on plonge un peu dans l'univers de l'émotion, on comprend qu'elle n'est pas toujours celle que l'on avait pensée. Une émotion saine, elle est censée circuler. Elle s'active, elle dit quelque chose, et ensuite, on est censé revenir à un état de neutralité. Une émotion blessée, elle va avoir tendance à tourner en boucle, avoir aussi un impact sur notre mental, nos scénarios intérieurs ou nos projections. Quand l'émotion devient un trigger, c'est là où il faut faire toute la différence entre une émotion dite saine et normale et celle qui déclenche une réaction parfois disproportionnée, en tout cas au regard des autres. Eh bien la différence, elle se pose ici. Le trigger ou le déclenchement n'est pas l'événement présent uniquement. C'est le présent qui réveille une mémoire ancienne. Par exemple, quelqu'un qui va répondre froidement, il peut y avoir une panique d'abandon, un silence, une insécurité profonde, une critique même légère, un effondrement identitaire. Le corps ne réagit pas seulement au présent, et je vous le rappelle, le corps, lui, n'a pas nécessairement de notion de temporalité. Il ne fait donc pas la distinction entre le passé, le présent et le futur. Il est dans l'instant présent. Et comme j'aime à le rappeler régulièrement en séance, le corps fonctionne d'une façon tout à fait particulière et tout à fait intelligente. Il y a notamment le système nerveux, on en entend énormément parler sans forcément comprendre comment il fonctionne. Eh bien, nos émotions sont parfois le reflet d'un système nerveux qui est en train de surchauffer, de se figer
ou de lutter, ou encore carrément de se dissocier et d'opter pour la fuite. Et j'ai remarqué que parfois on ne réagit pas à ce qui est en train de se passer, on réagit à tout ce que le corps n'a jamais pu terminer, ou en tout cas n'a pas pu avoir de réponse sécuritaire face à une situation. Alors l'idée bien sûr ici n'est pas de vous donner toutes les techniques par rapport au système nerveux, à sa régulation, mais de vous apporter quelques éclairages, notamment sur les tensions que l'on peut subir lorsqu'une émotion est envahissante, trop forte, déclenchante. Et il y a des signes qui ne trompent pas. Les tensions, le ventre noué, la gorge serrée, une poitrine compressée, une hypervigilance, une fatigue soudaine, voire même parfois une hyperventilation ou un souffle coupé. Le corps est comme une archive émotionnelle. On pourrait aisément faire un pont entre la psychologie, le corps et la spiritualité, incarner en tout cas celle que je pratique au quotidien, celle qui fait le fondement de ce que je propose ici. J'ai compris depuis tout ce temps que le corps apprend, il associe et il mémorise des états de sécurité ou de danger. Et là où je voulais en venir, c'est dans nos mémoires, dans nos corps, peuvent se rejouer aussi des mémoires qui ne nous appartiennent pas nécessairement, des mémoires qui traversent les générations que nous n'avons peut-être jamais connues et qui favorisent parfois la résurgence de traumatismes, alors que nous n'avons jamais vécu ces mêmes traumatismes-là. Par exemple avec l'eau, avec la voiture, avec la foule ou encore d'autres mystères. Je ferai plus tard un parallèle avec mon activité de médium et de la façon dont les émotions me sont présentées et ce qu'elles peuvent m'aider à transmettre à la personne qui me consulte. Car il ne suffit pas juste d'évoquer un souvenir avec un ancêtre disparu, mais l'émotion peut tout à fait être activée au travers des odeurs, des lieux, des tonalités de voix, des regards, ou simplement en se tenant debout dans un environnement que l'on connaît ou que l'on a l'impression de connaître. Là, les émotions créent un pont entre le visible et l'invisible. Alors bien sûr, et pour terminer sur ce sujet, où nous avons fait la différence entre une émotion dite saine et une émotion qui est déclenchante et figeante, ou en tout cas remet dans une posture traumatique, il est absolument nécessaire de vous faire accompagner par un professionnel dont ce sera la compétence. Et je sais ô combien il est difficile d'avoir tout son discernement, tout son esprit critique, lorsqu'une émotion vient à nous submerger. Alors pardonnez-vous de ne pas pouvoir le faire quand vous êtes en tempête émotionnelle, ou lorsqu'une émotion est beaucoup trop forte à accueillir sur l'instant, mais peut-être avec un peu de recul, pourriez-vous vous demander, au lieu de tout de suite chercher à la faire disparaître parce qu'elle est trop inconfortable à gérer, c'est qu'est-ce qu'elle essaye de protéger ? Ou à quelle partie de moi cette émotion donne-t-elle accès ? C'est important d'écouter une émotion et de comprendre que parfois elle vient à nous gouverner, à réagir à notre place. C'est un peu comme un cheval de Troie quelque part, mais finalement c'est nous le cavalier. Laissant donc de côté cette belle image, qui parlera à beaucoup je pense, je vous transmets ici, sans transition, la façon dont je perçois les émotions, au travers des consultations, au travers des soins, et au travers aussi des constellations que j'anime régulièrement. Autant dans la partie médiumnique et la partie des soins, je constate que lorsqu'une personne vient à me consulter, l'une des premières choses que je vais ressentir, ça va être les émotions. Ça va être aussi le sentiment qui est en train de monter, par exemple une angoisse ou une peur. Ça peut être aussi une excitation, une intensité quelque part dans la rencontre qui va avoir lieu. Et je le ressens déjà tout de suite dans l'invisible, rien qu'à la première prise de contact. Donc ça me donne énormément d'informations, et c'est en ça, sur mon chemin personnel, que j'ai compris que l'émotion n'était pas une mauvaise chose, mais au contraire était vectrice d'informations. Donc c'est pour ça aujourd'hui que je vous en parle plus aisément. Et ne croyez pas que je suis dénuée de toute émotion, bien au contraire. Je me souviens encore de certaines consultations où moi-même, j'ai lâché quelques larmes, le mascara en témoignera, et où moi-même, j'ai ressenti des joies profondes, des joies intenses, à l'idée de pouvoir retrouver un espace où je suis accueillie, écoutée, et tout cela au contact d'un consultant ou d'une consultante. Donc les émotions, telles que je peux les percevoir parfois, elles se passent directement dans le corps, dans le mien notamment, pour me permettre de retranscrire ce qui est ressenti, mais aussi, il est arrivé
que les émotions ne soient pas ressenties dans mon propre corps, mais parfois simplement mentalisées. Et ça me donne une information précieuse. Et il est aussi possible d'avoir des images des émotions. Donc c'est très beau, c'est très visuel pour le coup. Vous imaginez bien la joie, c'est beaucoup de feu, beaucoup de soleil, énormément d'extatisme, de dynamisme. Et parfois c'est très doux aussi, c'est juste une forme de mélancolie, une pointe de nostalgie aussi parfois. Donc tout ça, dans l'univers de la médiumnité, est important et donne accès à de nombreuses informations. Et évidemment, je me suis questionnée sur ma posture de constellatrice, puisque à chaque constellation, il est nécessaire, en tout cas pour moi, je le fais comme ça, de créer un espace sacré où les personnes pourront venir déposer leurs histoires et évidemment pouvoir vivre certaines émotions qui parfois sont enfouies depuis très longtemps ou même ne trouvent pas d'espace de dépôt extérieur. Alors la question que je me suis posée à ce moment-là, c'est quelle est la place de mes propres émotions à l'intérieur de tout ça ? Eh bien, autant dans un cabinet, par exemple, de psychologie, le psychothérapeute peut parfois, ou même tout autre professionnel de la santé mentale, a une posture à tenir pour maintenir et créer, co-créer une alliance thérapeutique et doit faire attention aux émotions qu'il peut transférer, sans même le faire exprès, auprès du patient. Et je me suis dit alors, le professionnel doit être d'une neutralité exemplaire. Or, je constate avec certaines formations que j'ai pu faire sur le domaine, que la neutralité n'est pas forcément toujours la solution. Parce qu'avoir un manque de réaction ou de se forcer à ne pas avoir de réaction face à une situation donnée ou une histoire déposée est délétère. Alors évidemment, l'idée n'est pas de se mettre à pleurer, à se rouler par terre et à appeler tous les saints d'avoir une solution divine, mais l'idée est de pouvoir montrer une forme d'empathie, une empathie douce qui reste à sa place, qui ne prend pas la place de l'autre. Et ça, c'est très important. Alors, dans ma posture de constellatrice, il est régulièrement possible, et le cas, que je me laisse traverser aussi par l'émotion ambiante, parce que dans le champ des constellations, il y a énormément de choses qui se passent. Il y a parfois de la joie, parfois des peurs, parfois aussi de la colère, et je ne peux pas juste être complètement dissociée, même si je dois tenir le cadre pour que la sécurité soit en place. Je peux aussi me laisser toucher par ce qu'il est en train de se passer, d'avoir parfois les larmes poindre à mes yeux et de sentir à quel point l'émotion est forte, intense. J'ai quand même une forme de discernement et je suis calibrée pour ça à cet endroit-là, mais l'émotion est un pont vers les autres êtres humains. Alors et depuis le temps que je vous le partage maintenant, ça fait quelque temps qu'on se connaît, je mets au centre de mes pratiques la compassion. Parce que je pense qu'il n'est pas toujours possible d'être dans une neutralité extrême. Je pense que nous sommes des humains avec des émotions, un passé, et que pour pouvoir exercer ces métiers-là, il est absolument nécessaire d'avoir traversé sa propre histoire. Premièrement, je sais que je le répète souvent, mais c'est très important. Ça fait d'ailleurs partie des socles que je propose aujourd'hui en initiation, mais aussi de pouvoir être au clair avec ses propres émotions. Et quand je dis au clair, je ne parle pas de guérison à tout bout de champ, je parle d'un professionnel ou d'une professionnelle, peu importe sa pratique, qui arrivera à faire la lumière entre ce qu'elle est en train de vivre et ce qui est possible de mettre en place avec un autre être humain qui vient à le consulter. Et de ce fait, il est absolument nécessaire pour moi d'avoir une forme d'honnêteté spirituelle, une honnêteté énergétique, une honnêteté émotionnelle et corporelle face à ce que nous pouvons vivre et qui parfois peuvent réactiver certaines pensées, certaines mémoires. Et là, je vais tenter de vous décrire ce que j'ai pu constater dans l'univers du spirituel et du développement personnel, le fameux. Je vais parler ici du contenu que je peux voir passer sur les réseaux sociaux notamment, ou dans certains livres, qui parlent de vibrer haut, d'éviter les émotions dites basses pour ne pas descendre dans l'échelle incommensurable de l'énergie, et de manifester uniquement le positif. Je pense que vous me voyez venir à des kilomètres à la ronde, mais peu importe. Disons que je vais enfoncer une porte qui est déjà grande ouverte. Je ne pense absolument pas, ça m'appartient, et je sais que je ne suis pas la seule, je ne pense donc absolument pas que vivre une émotion dite négative contribue à faire baisser notre taux vibratoire. Et je m'en explique tout de suite. Je pense qu'une émotion, quelle qu'elle soit, lorsqu'elle n'est pas écoutée, finit par s'engrammer dans le corps et quelque part parler beaucoup plus fort par la suite.
Et je pense aussi, dans cet acharnement à vouloir vibrer toujours plus haut, que la lumière sans profondeur devient une forme de déni. On pourrait même l'appeler fausse lumière aujourd'hui, parce qu'elle a cette faculté à occulter le négatif. Or, je pense que je vous l'ai déjà assez dit, le monde est duel, et la non-dualité, c'est l'acceptation de tout ce qui est, sans opposition. Alors, et dans cette idée d'être des êtres profondément spirituels, comment pouvons-nous encore, à l'intérieur de nous-mêmes, décider d'occulter toute une partie qui a simplement envie de s'exprimer ? Et évidemment, je vous passe toutes les théories de manifestation. Alors, je ne dis pas que la manifestation n'existe pas, je pense que nous sommes en permanence en train de manifester, la nuit, le jour, dans les rêves, et nous manifestons beaucoup grâce à nos émotions. Et par là, je ne veux pas dire que nous manifestons uniquement le positif, mais que nous manifestons dans la matière ce que nous sommes en train de vivre à l'intérieur, ce qui a pour conséquence de revenir à cette forme d'alignement. Si je dis par exemple toute la journée que je veux être une alpiniste chevronnée, mais que j'ai une peur viscérale du vide, je pense que je ne suis pas très alignée. Alors ça ne veut pas dire que je n'y aurai jamais accès, mais sans passer par cette émotion qui, quelque part, est une information précieuse pour moi, pour la suite, eh bien, je me leurre, je continue à me leurrer et à espérer des rêves qui n'arriveront jamais à se matérialiser. Pour en finir là-dessus, je pense qu'on ne manifeste pas en niant nos émotions. On manifeste beaucoup mieux quand on cesse d'être en guerre avec soi. Ce qui est assez incroyable à expérimenter lorsque vous êtes dans des états élargis ou modifiés de conscience, eh bien, c'est de sentir ces émotions comme étant possibles. Je m'explique. Par exemple, vous faites un voyage sonore et vous ressentez dans votre corps tout un tas d'émotions mélangées. Une euphorie, une joie et parfois même un enfermement, une peur qui remonte, une colère d'outre-tombe. Eh bien, avoir cette sensation dans le corps permet aussi, dans la matière, de pouvoir manifester au travers de nos émotions, mais de ne pas les forcer non plus. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai reçu des personnes qui souhaitaient manifester une abondance financière colossale. Grand bien leur fasse, et je ne suis pas là pour juger de leurs prétentions ou de leurs ambitions. C'est juste qu'à l'évocation de l'argent, et je l'ai vu d'ailleurs en constellation, eh bien l'argent fait peur. Parce que l'argent, par exemple, dans ce cas de figure, est corrélé à une mémoire ou corrélé à une sensation qui a déjà été ressentie dans le corps. Par exemple, de l'argent sale ou des croyances que l'on peut hériter par nos parents ou grands-parents ou environnements proches qui diraient, par exemple, que l'argent ne se gagne que par le travail ou qu'il faut travailler dans un dur labeur pour gagner de l'argent. Et de ce fait, si la personne aspire à une vie sereine, épanouie, une vie plus cool, plus calme, avec moins d'horaires de travail justement, avec un labeur beaucoup plus léger, parce que le mot labeur, à la base, n'est pas forcément négatif, c'est pour ça que je l'utilise ici. Mais si vous mettez cette personne-là qui a des exigences à la baisse en termes de travail, et que derrière elle souhaite générer encore plus d'argent, eh bien là, elle est dans un programme intérieur qui déjà ne correspond pas forcément à ses ambitions. Et de ce fait, la manifestation ne peut pas avoir lieu dans la matière. Donc ces personnes-là, en général, je les invite à se questionner sur le besoin d'obtenir de l'argent, parfois en quantité astronomique. Est-ce que ça vient cacher une peur du manque ou un besoin de réaliser bien un projet, etc. Mais c'est vraiment de se re-questionner sur l'utilité d'avoir accès à cet argent, ce qu'elle va en faire et est-ce qu'elle est surtout capable de l'accueillir à l'intérieur. Parce que l'argent, évidemment, est une énergie, on n'est pas là pour débattre de ce sujet, mais de se poser cette vraie question, suis-je alignée avec ce que je manifeste ? Et nos émotions, elles en disent énormément sur ce sujet-là. Prenons maintenant un autre exemple. Une personne qui souhaite s'installer quelque part, qu'elle soit restauratrice, professionnelle de santé ou encore un autre domaine d'activité, si le fait de vouloir accueillir des personnes dans son entreprise, par exemple, associe la visibilité à quelque chose de néfaste, de dangereux, d'insécuritaire, alors cette personne va lutter contre elle-même, puisque l'idée même de devenir visible, donc d'être vue par des potentiels acquéreurs, consommateurs ou autres, la manifestation devient complètement contradictoire, parce que ce qu'elle veut va générer chez elle de l'insécurité, du danger, etc. Donc ici, entre vouloir être vue, aimer ou réussir,
vient directement en opposition par le corps. Le rejet, l'humiliation, l'abandon, le danger relationnel. Donc il y a un conflit interne. Alors ce que je viens à penser, c'est que la vraie manifestation passe peut-être moins par le contrôle mental et davantage par la réconciliation intérieure. Et peut-être aussi quelque part que nos émotions, ou en tout cas ce que l'on comprend dans le corps, ne sont peut-être pas des obstacles sur le chemin, mais peut-être qu'elles sont justement le chemin. Et je vais maintenant vous donner quelques pistes d'exploration. Par exemple, pourquoi pas, comment faire de mes émotions des alliés. Donc, l'idée, c'est d'observer avant d'analyser, avant même le mental. Mon émotion, où est-ce qu'elle est dans mon corps ? Qu'est-ce que je ressens exactement ? Est-ce que c'est chaud ? Est-ce que c'est froid ? Est-ce que c'est dense ? Serré ? Est-ce que c'est expansé au contraire ? Ouvert ? Est-ce que j'ai l'élan ? Et surtout de différencier une émotion présente qui est tout à fait normale, je le rappelle, et une mémoire ancienne ou une interprétation mentale. Est-ce que quand vous vivez cette émotion-là, cela vous ramène immédiatement à quelque chose de profondément confrontant, difficile, une situation qui a peut-être déjà été vécue et qui vous ramène dans cet état traumatique ? Parce que croyez-le bien, aucun être humain ne peut être constamment, complètement dissocié de ses émotions. Il est, encore une fois, tout à fait normal, face à un conflit, de ressentir de la gêne, de l'agacement, de l'irritabilité, d'être face à une superbe annonce qui va générer chez nous une forte intensité émotionnelle, de la joie par exemple, je vous le souhaite tous les jours, chaque seconde. Mais c'est surtout de ne pas tomber dans le cliché, de ne rien devoir ressentir, parce que nos émotions sont le lit de notre expérimentation. Alors une fois que vous êtes passé de la phase d'observation à la différenciation entre une mémoire traumatique, une émotion traumatique, à l'interprétation, eh bien c'est de ne pas forcément chercher à immédiatement guérir ou couper l'herbe sous le pied à cette émotion qui est en train de nous dire tant de choses. C'est parfois simplement accueillir, respirer, ralentir aussi, et pourquoi pas nommer, c'est déjà immense comme travail. Et derrière, si cette émotion vous met dans un tel état d'inconfort, eh bien peut-être d'opter pour des solutions qui pourraient vous apaiser au quotidien, pour tenter de vous laisser fonctionner, en tout cas à minima de façon normale. Et parfois ça passe par le système nerveux, un besoin d'ancrage, de régulation, de relations sûres et saines, et de présence aussi. Le corps se régule énormément au travers de l'expérience humaine. Un câlin par exemple, une douce présence, une écoute attentive. Je finirai donc cet épisode sur un dernier point, parce qu'il est très régulier que des consultantes me parlent de leurs émotions, qu'elles n'arrivent pas à exprimer, ou au contraire qui débordent selon elles. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une forme d'automatisme à vouloir constamment réguler ses émotions en face d'une autre personne. Ce que j'ai remarqué, c'est que parfois, la régulation systématique de ces émotions, et quand je parle de régulation, je parle d'étouffement, je ne parle pas de régulation d'une émotion qui a besoin d'être transmutée, je parle d'une émotion qui n'a même plus sa place dans le quotidien, parce qu'elle a peur, cette personne, de générer chez l'autre une réaction disproportionnée. Eh bien, sachez-le, vous n'êtes pas toujours le problème dans la situation. Quand vous êtes face à quelqu'un qui lui-même ou elle-même va prendre cette émotion partagée pour une agression, il devient alors difficile de rentrer en contact et d'être à nouveau dans la rencontre. Ce n'est pas toujours au porteur de l'émotion de devoir se réguler pour soit ne pas déranger l'autre, soit ne pas déclencher l'autre. Et je ferai évidemment un rapide parallèle avec toutes ces femmes présentes à l'Assemblée nationale qui parfois sur des sujets très importants se voient hausser le ton, parler plus fort, parler plus distinctement pour bien faire entendre leur message, et qu'en face, il y a des personnes, souvent des hommes, qui, au travers de tout ça, demandent à la personne, donc à la femme en présence, de baisser d'un ton ou de parler moins fort, parce qu'elle ne sait pas gérer ses propres émotions. Or, peut-être pourrions-nous nous questionner sur le fait que cette personne en face, cet homme qui est en train de recevoir une information très importante, lui-même n'arrive pas à accueillir l'émotion de l'autre sans se sentir agressé ou peut-être, quelque part, faisant partie du problème. Pour revenir dans nos quotidiens, parce que même si nous pouvons parler légèrement de politique sur des sujets primordiaux, dans nos quotidiens, ça se voit absolument tous les jours.
Vous pouvez d'ailleurs regarder vos enfants si vous en avez. Eux, les émotions, c'est un dédale. C'est une fabuleuse expérience humaine. Ils passent de la joie à la colère en quelques secondes, ils passent de l'émerveillement à la peur en quelques secondes aussi, et ce sont des véritables maîtres émotionnels en la matière. Et ces petites personnes sont en train de comprendre comment les émotions ont un impact sur les adultes, qui souvent sont figures d'attachement ou des modèles. Alors imaginez un enfant très en colère parce qu'une situation vient à dépasser ses valeurs, ou qu'il est frustré d'une situation, et qu'un adulte en face lui dise qu'il ne faut absolument pas se mettre en colère. Comprenez bien par là, et je parle des cas les plus courants bien évidemment, qu'un enfant qui voit un adulte lui proposer une solution de non-colère face à une situation où lui-même serait très en colère, eh bien il lui montre, à terme, que lorsqu'une valeur sera dépassée, lorsqu'une frustration sera vécue, il n'aura pas le droit de s'exprimer, au risque de déclencher une colère des dieux. Alors, par là, ce que je veux vous transmettre, quelque part, c'est qu'en tant qu'adulte, avec des enfants par exemple ici, mais aussi avec d'autres personnes autour de nous, nous avons la responsabilité de nos propres émotions. Nous avons aussi la responsabilité, quelque part, de pouvoir les apprécier, les comprendre, les observer, les accueillir, pour qu'elles puissent non pas être déversées à qui veut bien l'entendre, et de façon parfois très violente. Vos proches ne sont pas vos déversoirs émotionnels, ce ne sont pas des poubelles. Alors dans ces moments-là, faites-vous pourquoi pas accompagner dans l'exploration de vos émotions. Il existe d'énormes techniques géniales qui ont prouvé leur efficacité, afin déjà pour vous de pouvoir traverser vos émotions de façon plus apaisée, malgré parfois leur intensité, et aussi de pouvoir montrer cet exemple et de pouvoir pourquoi pas communiquer avec l'autre de façon beaucoup plus apaisée et sereine. Et même si j'entends évidemment que certains enfants sont plus difficiles que d'autres à vivre d'un point de vue des émotions, eh bien, rappelez-vous qu'ils sont en apprentissage, que vous aussi vous avez été en apprentissage et que depuis votre âge, quel qu'il soit, vous pouvez réapprendre. Réapprendre tout simplement ce que c'est de redevenir assez en sécurité pour être pleinement soi et pouvoir exprimer ces fameuses émotions. Parce que pour les passionnés d'art, il y a des artistes qui se servent de leurs émotions pour pouvoir créer. La colère par exemple, la tristesse, la peur, la joie, la honte aussi parfois. Cela donne de merveilleux tableaux. C'est à mon sens quelque part ce qui crée aujourd'hui la plupart de nos œuvres artistiques d'aujourd'hui, qu'elles soient picturales, cinématographiques ou musicales aussi. Parce que pour beaucoup, ils ont compris l'idée même que les émotions sont un pont qui relie d'un humain à un autre. Et peut-être qu'à cette évocation, vous vous souviendrez d'une musique qui vous emmène, vous transporte immédiatement dans un état émotionnel particulier qui vous appartient, un souvenir, une Madeleine de Proust par exemple. Et évidemment, je vous parle aussi de mes pratiques en tant que médium. Il m'arrive aussi d'avoir des contacts avec des défunts qui eux-mêmes arrivent à me laisser sentir une émotion. Bien souvent, c'est de la joie, de l'amour, mais il se peut aussi que ce soit de la colère face à une situation vécue qui n'a pas pu être terminée en tant que telle et que le vivant a besoin de comprendre, de ressentir. Et au travers de cette transmission d'informations, le plus important à retenir, c'est que le vivant, lui, vit pleinement en général ses émotions, là où le défunt, dans son parcours d'incarnation, est souvent bien délesté de ses émotions très terriennes, très terrestres, mais par cette transmission, peut faire passer un message pour le vivant. Alors ce n'est pas l'essentiel de ma pratique, la communication avec les défunts. D'ailleurs, ce n'est même pas automatique ni obligatoire, un défunt peut tout à fait ne pas se présenter. Mais quelque part, quand ça arrive, il y a quelque chose qui se pose pour la personne qui reçoit, comme un besoin de ressentir. Et je vous le donne en mille, les émotions, elles sont aussi des ponts entre le visible et l'invisible. Alors même si nous pourrions penser que les défunts, donc désincarnés, ne ressentent plus les émotions telles qu'ils les ont vécues sur Terre, ils ont aussi cette capacité à nous, vivants, de nous les faire ressentir. Je ne vous parle pas ici des cas les plus complexes, les plus difficiles, où parfois on peut ressentir de la colère face à une entité, ça peut arriver aussi, mais bien d'un message d'amour qui peut traverser l'espace et le temps et toucher directement au cœur de la cible et générer de l'émotion.
Et tout à l'heure, pour faire un rapide parallèle, quand je vous parlais d'art, eh bien il en est de même avec notre société de consommation. Vous pensez à chaque instant acheter un produit parce que vous en avez l'envie, mais c'est surtout que le marketing a très bien fait son travail parce qu'il a généré chez vous une émotion, un besoin caché ou en tout cas un besoin révélé, d'être vu, d'être comme faisant partie d'une communauté. Et c'est là l'essentiel du marketing émotionnel. Pour vous donner un très bref exemple, je suis aussi photographe depuis quelques années et il était question de changer de constructeur pour tout un tas de raisons, côté pratique, côté technique, légèreté, etc. Et j'ai compris que là où je m'étais renseignée, eh bien le marketing faisait en sorte de me faire ressentir ce qu'un fugiste, donc moi je suis passée chez Fujifilm par exemple, pouvait ressentir lorsqu'il tenait le boîtier dans ses mains. En insistant évidemment sur la capture des émotions, donc ça m'a beaucoup parlé évidemment, des souvenirs à transmettre. Et en fait j'étais conquise à ce moment-là parce que c'était vraiment là où je voulais aller dans ma pratique de la photographie. Là où par exemple pendant des années j'étais chez Sony, j'ai adoré Sony, mais son marketing à Sony c'est la technicité, c'est la pointe, c'est la technologie. Et à l'époque, comme j'avais un immense syndrome de l'imposteur que j'ai vu bien des années après, il était normal que j'aille chez le constructeur qui me promettait technicité, belles images, technologie à la pointe. Et avec le temps, quand j'ai compris un peu plus qui j'étais, eh bien, je me suis rendu compte que la technique était certes importante, mais c'était surtout ce que je mettais à l'intérieur, le pourquoi je faisais des photos, le pourquoi j'accueillais des humains dans ces espaces-là. Alors le marketing émotionnel a évidemment fonctionné sur moi, comme pour plein d'objets que l'on achète au quotidien. Et ce qui change profondément dans notre rapport aux émotions dans ce monde, c'est la conscience. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi je le fais? Est-ce que c'est bon pour moi? C'est là où tout peut changer et où nos habitudes de consommation peuvent elles aussi se transformer. J'espère que cet épisode vous aura plu car il touche à sa fin. C'est un peu parti dans tous les sens vers la fin, mais maintenant vous connaissez, c'est la spontanéité qui prime ici. Alors je vous remercie une nouvelle fois pour vos écoutes, pour vos partages, vos commentaires. Vous pouvez évidemment retrouver l'intégralité de ce que je propose en description, où vous aurez mon site internet, mes réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à interagir avec moi, c'est toujours avec plaisir que je réponds à vos questions. Je vous dis à tout bientôt pour un prochain épisode, et d'ici là, prenez soin de vous.